Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis en compagnie de David, ici présent, qui est également investisseur immobilier. David, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bonjour Dimitri, bonjour. Donc je suis David, comme tu l'as dit. Je suis effectivement investisseur immobilier. À la base, pas du tout dans ce milieu-là, et c'est grâce à ce milieu-là notamment que je me suis dit, bah tiens, ça serait peut-être intéressant de se lancer un petit peu dans l'investissement immobilier en 2005-2006. Donc voilà, ça fait déjà quelques années. En 2005-2006, comment est-ce que tu as commencé à investir? Par hasard, un ami t'a dit investis, ou alors c'est toi? Comment est-ce que tu en es venu à l'investissement? Alors, un ami, parce qu'en 2005, je louais un appartement dans lequel j'étais locataire et j'étais fonctionnaire hospitalier. Donc j'étais infirmier, je faisais à peu près 16 nuits par mois au SAMU, enfin selon les mois, entre 13 et 16 nuits. Un petit 1800 € par mois, et je me suis dit, je vais pas faire ça jusqu'à 65 ans. On est en 2005, je me dis, il va falloir que j'achète ma résidence principale et ensuite que j'investisse dans l'immobilier. Et la personne qui m'a finalement donné l'idée, c'est l'agent immobilier qui gérait mon appartement, qui est devenu un ami et qui m'a dit, tiens, il faudrait que tu fasses de l'immobilier, etc. Et donc dans les années 2005-2006, mes deux premiers appartements, donc un immeuble de 2 appartements, j'ai acheté en nom propre et, comme on dit familièrement, un peu à l'arrache, quoi. C'est-à-dire que sans trop savoir, 500 € rentrent, il y a 450 € ou 460 € de crédit, enfin voilà. Ouais. Avec un peu plus de 15 ans de recul maintenant, il aurait fallu faire différemment. Tu t'étais pas interrogé sur la fiscalité? Pas du tout, parce que ce que je voyais, c'est les, j'ai plus les sommes en tête, mais les 450 € qui sortaient du crédit, les 500 € qui rentraient, la fiscalité c'était du détail, le reste, voilà, pour moi le reste était du détail, sauf qu'en réalité non, c'est pas du détail. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous ayez en tête. David est passé à l'action. Il a, à l'époque, pas forcément réfléchi à tous les détails, justement, puisque c'était du détail. Mais premier enseignement, déjà, David n'a pas attendu non plus que tout soit absolument parfait. Il s'est dit, il faut que j'achète, il faut que je passe à l'action. Et notamment grâce au fait, je pense que tu étais fonctionnaire, tu as dû pouvoir obtenir tes crédits assez facilement. Facilement, la résidence principale 2005 facilement, et les 2 appartements 2006 pour louer ensuite facilement aussi. Donc, deuxième enseignement, vous voulez acheter de l'immobilier, pensez bien avoir une situation financière qui va vous permettre de lever de la dette, puisque évidemment l'un des intérêts majeurs dans l'investissement immobilier, c'est d'investir grâce à l'argent de la banque. Ça ne signifie pas que vous devez partir absolument de zéro. Il arrive parfois qu'on puisse investir absolument sans apport, mais vous devez toujours avoir ce qu'on appelle de l'épargne de précaution. Et là, dans la situation de David, fonctionnaire, il est vrai que généralement, les banques aiment bien ce profil d'emprunteur, puisque qui dit fonction publique dit sécurité de l'emploi. C'était le Graal, en quelque sorte. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est le deuxième enseignement de l'expérience d'investisseur de David. Investissez en ayant une situation financière qui vous permet de lever de la dette. Alors donc, tu as commencé il y a maintenant une quinzaine d'années. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit c'est tout pour l'instant, ou alors est-ce que tu es passé à autre chose? Comment s'est déroulé un peu ton parcours jusqu'à maintenant? 2006, donc les 2 premiers appartements. 2008, 2 autres appartements dans une copro. Et puis j'ai arrêté depuis 2008, tout simplement parce que à partir de là, je me suis rendu compte que les déclarations d'impôts c'était compliqué, que les impôts ça commençait à coûter cher, que finalement les 500 € qui rentrent, les 500 € qui sortent, on n'arrive pas à zéro, parce qu'il y a toute cette fiscalité que moi je pensais être du détail, qui n'était pas au bout du compte. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Ensuite, j'ai acheté une maison pour moi en résidence principale. J'ai revendu l'appartement qui à l'époque était résidence principale, qui aujourd'hui est loué.
Et j'ai pas refait beaucoup d'investissements immobiliers jusqu'à notre rencontre, hein, puisque là j'ai reçu des bons conseils et grâce à ça j'ai compris que on pouvait l'optimiser, quoi. Alors, tu as revendu ou loué ton ancienne résidence principale? Elle est louée. Ah ok, oui. D'accord. Donc tu as loué l'ancienne résidence principale. Oui, oui. Est-ce que lorsque tu as pris la décision de louer l'ancienne résidence principale, et j'ai régulièrement la question lorsque je fais des entretiens avec des clients, il y avait un côté souvent un petit peu affectif et les gens se disent bon bah elle est payée, je vais la louer, ça va me faire des rentrées d'argent. Donc lorsque tu l'as louée, est-ce que tu t'es interrogé sur la possibilité non pas de la louer mais de la revendre? Non. Direct location. Ouais, direct location, il n'y avait pas de côté affectif. C'était vraiment la location pour voilà, rapporter des loyers, me rapporter des loyers. Et elle était totalement payée? Ou non, il y avait toujours un crédit en cours? Il y avait toujours un crédit en cours, disons qu'aux 3/4 elle était payée. D'accord. Néanmoins, avec le recul maintenant, est-ce que tu te dis je continue à la louer puisque tu fais essentiellement de la location nue, c'est ça? Que de la nue, oui. Que de la location nue. Donc location nue, encore un enseignement de l'expérience d'investisseur de David, qui dit location nue dit revenu foncier. Et les revenus fonciers, à ton avis, c'est un bon régime ou pas fiscal? Tu m'aurais posé la question il y a une semaine avant notre entretien, ta consultation, j'aurais dit c'est bon. Maintenant, avec le recul, je dis pas que c'est mauvais, mais selon mon profil à moi, c'est pas l'idéal, disons. Voilà, okay. Je peux pas dire que ce soit mauvais, mais au regard de mon profil, c'est pas l'idéal. Voilà, donc exactement, si vous faites de la location nue, vous aurez la fiscalité des revenus fonciers et les investisseurs s'aperçoivent que avant impôt, peut-être que l'investissement semble intéressant parce que vous dégagez du cash flow positif, mais après impôt, très fréquemment, en fonction notamment de votre tranche marginale d'imposition, vous allez vous retrouver en cash flow négatif puisque vous supporterez de l'IR plus 17,2% de prélèvements sociaux sur vos loyers. Et dans cette situation, on se retrouve dans ce qu'on appelle communément le cash squeeze, donc une situation de ciseaux. La totalité de l'éventuel cash flow est absorbée par les impôts et au contraire, il faut piocher dans les revenus ou dans l'épargne pour payer. Alors, du coup, David, cette maison qui est louée en nu, est-ce que qu'est-ce que tu comptes faire? À ton avis, la meilleure chose, passer en meublé ou éventuellement la revendre? Tu m'aurais posé la question il y a une semaine, j'aurais dit je la garde parce que je capitalise, mais en fait il n'y a pas que la capitalisation qui est importante. Après la consultation, bah, le revendre, hein. Le revendre, ça c'est clair et c'est logique, mais quand on a compris le truc... Hein, et voilà, ça ne s'invente pas. Ah bah non, ça ne s'invente pas, ça se comprend et il faut bien comprendre. Il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer, ouais. Donc voilà, encore quelque chose tiré de l'expérience pratique d'un investisseur, ça peut être vous aussi. Lorsque vous avez un bien qui est totalement payé ou qui est toujours en cours de crédit mais que vous l'avez depuis longtemps, vérifiez finalement si vous avez plutôt intérêt à continuer à le louer en fonction de la rentabilité qu'il vous rapporte et éventuellement du cash flow, ou alors faites des calculs pour savoir si vous n'auriez pas plutôt intérêt à le revendre, à récupérer le cash et à réinvestir cet argent dans des investissements immobiliers plus rentables. Il y a d'autres modes d'investissement plus rentables que la location nue. On en a déjà un petit peu parlé ensemble. Et par conséquent, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Regardez l'ensemble de votre parc immobilier et n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle des arbitrages. Donc je calcule ma renta et je me dis ok, ça me rapporte 2%. 2,5%, j'ai peut-être un abattement pour durée de détention si je détiens le bien depuis 10, 15, 20 ans. Et dans ce cas-là, j'ai peut-être tout intérêt à arbitrer. Voilà. Oui. Donc, est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose également sur, plus globalement, l'état d'esprit de l'investisseur à notre époque, si j'ose dire? Oui, bien sûr. Et si je compare il y a une quinzaine d'années, l'état d'esprit de l'investisseur, c'est que l'investisseur doit aussi deux choses, être un apprenant, parce qu'il faut comprendre pour apprendre, mais il faut y passer, et un apprenant qui évolue et qui se
forment entre guillemets continuellement, ou alors qui demandent régulièrement des conseils à des personnes compétentes. Parce que moi j'avoue là maintenant que d'apprendre tout ça, la fiscalité, etc., d'abord c'est pas mon job, ensuite c'est pas ma passion, et moi j'opte plutôt pour demander des avis aux professionnels, quoi. Donc ouais, c'est ce que j'avais pas il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, compris qu'il fallait apprendre. Parce que c'était, je ne sais plus quelle est ton expression, mais au doigt mouillé. Enfin, ah oui, l'investissement au doigt mouillé. C'était typiquement ça, ce qui rentre, ce qui sort, et puis entre les deux, notamment la fiscalité, c'est du détail, quoi. Donc apprendre, ouais. Ouais. Puis c'est parfois un petit peu rébarbatif. Pour moi, oui, franchement, ça l'est. Ouais, donc c'est pas parce que la fiscalité est quelque chose d'un peu rébarbatif qu'il faut pour autant la négliger. Absolument, c'est vrai. Et enfin, David, finalement, maintenant, quelle est ta profession? Alors maintenant, allez, on va dire à 2% infirmier, 2% pour l'amour du métier, des patients, de ce qu'on peut leur apporter. Et puis, alors, je vais parler un tout petit peu par anticipation dans 1 ou 2 mois. 80% infopreneurs, et là j'en suis à 85, et je sais plus, enfin, et les 15 derniers pourcents investisseurs. Parce qu'il va falloir passer plus de temps là-dedans, non pas dans les travaux avec la truelle, hein, je veux dire, mais dans la compréhension de tous ces mécanismes, dans la consultation de personnes comme toi ou experts comptables ou d'autres personnes, parce que on n'a rien sans rien. Donc si à un moment donné on veut capitaliser, rentrer du cash flow, etc., il faut aussi s'y intéresser un minimum, je pense. Ok. Et dans quel domaine d'activité infopreneur? Dans tout ce qui est notamment un petit peu santé, thérapie, développement personnel. D'accord, très bien. Bien, David, je te remercie pour ces enseignements pratiques en tant qu'investisseur immobilier. Vous voyez, l'expérience de David sert à illustrer quelques grands principes de l'investissement immobilier. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez également aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube de David, qui est très intéressante en termes d'état d'esprit, notamment, et de développement personnel. Et Dieu sait si l'état d'esprit est important pour l'investisseur immobilier. Il faut évoluer tout au long de sa vie. Et enfin, un petit pouce bleu éventuellement. Et voilà. Vers le haut, le pouce. Vers le haut, oui, c'est mieux. À bientôt.